Dans nos vies effrénées, axées sur la performance et hyper connectées, l'ennui n'a pas sa place. Il suffit de prendre son smartphone. C'est devenu simple comme bonjour de chasser l'ennui. Est-ce que l'ennui existe encore aujourd'hui? Je dirais qu'il faut l'éprouver, réfléchir à ce qu'il signifie et le prendre au sérieux. Mais qu'est-ce que l'ennui au juste? Il y a une grande confusion autour de cette notion. Dans le monde entier, la science tente de décrypter ce phénomène difficile à définir, à mi-chemin entre sentiment et émotion. On a beau retourner la question dans tous les sens, l'ennui reste un vrai casse-tête pour moi. Ce n'est pas un hasard si les recherches scientifiques sur l'ennui explosent depuis 20 ans. Les gens ont pris la mesure de son importance et de ses répercussions dans leur quotidien. Pour la science, le sens profond de l'ennui reste encore un mystère. Au Canada, James Dankert, de l'Université de Waterloo en Ontario, entend bien y remédier. Quand vous annoncez aux gens que votre domaine de recherche est l'ennui, ils vous rient presque au nez d'un air de dire « Ah bon ?» Comme si l'ennui ne pouvait pas être un sujet de recherche. Mais il suffit d'évoquer ce que l'ennui et tous ses corollaires représentent dans nos existences pour qu'ils revoient leur jugement et admettent son importance. Pour le neuropsychologue, cet engouement est lié à un événement personnel. Son frère, qui était un passionné de batterie, a cessé de jouer à la suite d'un traumatisme crânien. Dès lors, cette activité ne lui inspirait plus qu'un ennui profond. Il était clair qu'une altération structurelle était survenue dans son cerveau. Elle avait modifié son seuil de motivation, de joie et de plaisir. J'ai voulu comprendre de quoi il retournait. Ce sujet suscite un intérêt grandissant dans le monde entier. Qu'est-ce que l'ennui et quel est le dénominateur commun de tous ceux qui l'éprouvent? C'est quoi l'ennui pour toi? C'est plein de choses à la fois. Ça oscille entre quelque chose d'agréable et de très désagréable. La pire sensation, c'est de ne pas savoir quoi faire de son temps. La dernière fois que je me suis ennuyée... La dernière fois, c'était dans le bus. C'est quand je suis obligé d'attendre quelque chose. Le dimanche, parce que les magasins sont fermés. Chez le médecin, avant les repas. La dernière fois, c'était à la maison. Il n'y avait personne à part moi. C'est un peu énervant de ne pas savoir où aller, ni quoi faire. J'étais assise sur mon lit et je me disais... Et maintenant? Pour moi, l'ennui est lié à l'absence d'activité. Apprécier de ne rien faire. À 14 ans, j'en aurais été incapable. Là où c'est le plus agréable pour moi, c'est quand je me promène et que je me sens en phase avec moi-même. Mais c'est de l'ennui dans ce cas? Bonne question. Est-ce qu'on peut parler d'ennui? L'un des mythes les plus répandus consiste à assimiler l'ennui à la détente. On a l'image d'une personne qui se prélasse sur la plage ou sur le canapé. Mais il s'agit là d'une déconnexion volontaire. On a tous besoin de ces moments-là pour recharger les batteries. L'absence d'activité n'est pas synonyme d'ennui. Les scientifiques ont défini une grille de lecture de cet état. Tout ce qui se répète et reste inchangé sur une longue période est susceptible de faire naître ce sentiment. Les activités dénuées de sens favorisent aussi cet état. Mais l'impression de faire quelque chose malgré soi est en tête des causes de l'ennui. Se forcer à être quelque part ou à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est l'ennui garanti. Reste que chaque individu éprouve l'ennui à sa manière et à des moments différents.
On ne répond pas tous de la même façon à une situation donnée. Il s'avère que certaines personnes ne ressentent aucun ennui à accomplir toujours la même tâche, parce qu'elles parviennent à donner à cette tâche un sens dont elle est manifestement dépourvue de prime abord. Et contre toute attente, l'ennuyeux devient intéressant. En tout cas, les chercheurs sont unanimes. L'ennui est un sujet passionnant. On en débat depuis des millénaires sans parvenir à aucune certitude sur la nature de cet état. Est-ce une émotion, un sentiment ou toute autre chose encore? Et comment ce mystérieux phénomène agit-il sur nous? C'est ici, dans le Kentucky, qu'Andreas Elpiduro mène ses recherches. Le professeur de philosophie de l'université de Louisville sait que l'ennui existe depuis la nuit des temps, comme en témoignent les écrits des poètes et penseurs romains. Lucrèce évoquait un sentiment d'agitation intérieure, le fait de vouloir échapper à un lieu ou à une situation qui nous emprisonne. Plus tard, Sénèque a prodigué sa sagesse à son ami Sérénus, en proie à ce qui s'apparentait à une forme d'ennui, voire de langueur. On sait qu'au IVe siècle de notre ère, les manifestations religieuses de l'ennui, appelées akédia, faisaient l'objet de nombreuses discussions. Il s'agissait là d'un poison pour les communautés religieuses. L'Église condamne l'akédia, en français l'acédie. Sous le vocable de paresse, elle rejoint la liste des 7 péchés capitaux. Les moines la combattaient à l'aide d'instructions claires. N'abandonne pas ta cellule aux heures des tentations en alléguant de bonnes raisons en apparence irréprochables. Reste plutôt cloîtré à l'intérieur. Illustre-toi par ta persévérance. Fuir et esquiver ces démons intérieurs ne peut qu'engendrer un esprit inconsistant, lâche et fuyant. L'acédie est ici décrite sous les traits d'un effrayant démon. C'est dire à quel point elle était prise au sérieux. Elle était répréhensible, donc sous le coup d'un jugement de valeur, d'une moralisation jusque-là inédite dans l'histoire. Mélancolie, lassitude face à la vie ou temps qui paraît s'étirer à l'infini, relève d'un seul et même phénomène, l'ennui. Un questionnaire lancé en 1986 a constitué le coup d'envoi des recherches actuelles sur l'ennui. On a mis au point le Boredom Proneness Scale. Cette échelle de disposition à l'ennui est devenue incontournable en donnant aux chercheurs un outil pour mesurer le degré de propension d'une personne à l'ennui. Une étape décisive dans ce travail de longue haleine. L'étude scientifique de l'ennui remonte à beaucoup plus longtemps. Il semblerait qu'au 1er siècle, les pères du désert se livraient déjà à une sorte d'examen systématique de l'acédie. Au milieu du XIXe siècle, une description médicale éloquente se dessine entre les lignes d'un auteur français qui se penche sur l'étude de plus de 4000 cas de suicide. Ces résultats démontrent que l'ennui est l'une des causes de suicide. James Dunkert s'est spécialisé dans la recherche sur le cerveau. Bonjour Amy, bonjour Julia. Comment ça se présente? Très bien, merci. On peut y aller? On pose juste les électrodes. Parfait. On fait un électroencéphalogramme pour tenter de déterminer comment se traduit l'ennui dans le cerveau. C'est bon? On peut démarrer? C'est tout bon. On va simplement vous demander de regarder un film et de vous concentrer le plus possible dessus. Appuyez sur la touche espace quand vous serez prête. Dans le cadre de ces expériences, les chercheurs ont aussi relevé la fréquence cardiaque et le taux de sudation des participants. Les résultats obtenus sont plutôt inattendus. On en est encore à l'analyse des données, mais on peut d'ores et déjà dire que l'ennui se traduit comme une réaction à un stress.
Donc les gens qui s'ennuient ne sont pas paresseux. C'est même tout le contraire. Ils sont agités et nerveux. On leur demande de regarder un film qu'ils ne peuvent que trouver mortel. Et quand on jette un œil du côté de l'activité de leur cerveau, on se rend compte qu'on a affaire à une réaction de stress. Un besoin urgent de se sortir de là tant l'ennui est grand. Un cerveau qui s'ennuie est en quête de sens et de pertinence, mais en vain. Le neuroscientifique a aussi soumis ses participants, scindés en 2 groupes, à une IRM cérébrale. Le premier groupe a visionné la vidéo très ennuyeuse du linge qu'on étend, tandis que le second n'a rien visionné du tout. À gauche, vous avez l'IRM du groupe qui n'a rien regardé, rien fait et rien eu à faire pendant 8 minutes. À droite, vous avez celui des gens qui ont dû regarder la vidéo pendant 8 minutes, mais elle était tellement barbante qu'ils ont décroché tout de suite. Les mêmes zones du cerveau sont activées pour les 2 groupes. Dans les 2 cas de figure, le réseau dit « par défaut » est activé. Il intervient généralement lorsque l'on ne fait rien et que l'on rêve en étant éveillé. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, quand il n'y a rien à faire, on se met en mode défaut. Mais en l'occurrence, ici, il y a un film à regarder et on leur a demandé de le regarder. Il se trouve qu'il est d'un tel ennui que leur cerveau débranche et se replie sur lui-même. Le chercheur a fait une autre découverte. La zone du cerveau qu'on appelle cortex insulaire est habituellement active lorsqu'on a quelque chose d'important à faire qui nécessite de l'attention. Les expériences de James Dankert vont à l'encontre des résultats attendus. Quand les gens s'ennuyaient en regardant ce film avec 2 hommes en train d'étendre leur linge, on a relevé une diminution de l'activité dans cette zone spécifique du cerveau. En fait, lorsque ce à quoi vous assistez est trop ennuyeux, la partie du cerveau censée vous signaler que votre attention est nécessaire se désactive tout simplement. Les recherches menées au Canada montrent ainsi que confronté à l'ennui, le cerveau est loin d'être inactif. La recherche interdisciplinaire s'est emparée du sujet. La philosophie en constitue une approche parmi d'autres. Mettons quelques idées à plat. L'ennui est le terrain d'investigation d'Andreas Elpiduro depuis plus de 12 ans. L'un d'entre vous peut-il nous relater une expérience d'ennui récente? Oui, moi. C'était pendant les vacances de printemps. J'essayais de me concentrer sur mes révisions sans y arriver. Je m'ennuyais tellement que le travail que je faisais n'était absolument pas productif. D'accord, c'est un bon exemple. Quelqu'un d'autre? La répétition des mêmes tâches, comme conduire ou plier le linge. Elles n'ont rien de bien compliqué, mais elles ne demandent pas assez d'efforts et ne sont pas stimulantes pour l'esprit. La répétition? J'ai beaucoup appris en me concentrant sur les différences entre les gens, dans leurs ressentis et leurs réactions. Les réponses recueillies vont de « je ne me suis jamais posé la question, je n'y prête aucune attention » à « il n'y a rien de plus profond que l'ennui ». Quoi de plus banal que l'ennui? Non, disent les scientifiques, qui y voient un indicateur précieux. L'ennui est un appel à l'action. Quand on ressent de l'ennui, notre cerveau nous commande de passer à autre chose. L'ennui est en ceci spécifique qu'il peut nous orienter vers quelque chose de bien ou pas sans nous suggérer quoi. Il nous dit simplement de faire autre chose. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui est porteur de sens? L'ennui peut nous mettre sur la voie, mais la plupart des gens le trouvent purement et simplement agaçant. Que provoque la sensation d'ennui chez moi? Bonne question. Je me sens fatiguée, incapable de me concentrer.
Les minutes se transforment en heures et les secondes en minutes. Éventuellement, je vais me mettre à bâiller. Le temps ne s'écoule pas. Je crois qu'on supporte moins bien l'ennui quand on est petit. Quand je m'ennuie, je trouve ça nul. On n'est pas à l'aise quand on s'ennuie. C'est vraiment agaçant de s'ennuyer. Je sens comme quelque chose qui me démange. Quand je veux échapper à une situation et que je n'y arrive pas, j'éprouve un sentiment de frustration. Je trouve que c'est plutôt dur à supporter. Dans ce laboratoire, nos activités de recherche se concentrent sur la propension à l'ennui profond et récurrent. Si j'ai privilégié cette tendance, c'est qu'elle a des conséquences néfastes. Il n'y a rien de vraiment positif à être sujet à l'ennui. Les gens qui s'ennuient souvent et intensément ont tendance à avoir une mauvaise maîtrise d'eux-mêmes. Par maîtrise, on entend une capacité à organiser ses pensées, ses actions et ses émotions dans la poursuite d'objectifs. Les personnes sujettes à l'ennui sont à la peine dans ce domaine. On dit d'elles qu'elles ont du mal à se jeter à l'eau. Pour les psychologues, deux types de comportements président à la manière dont l'Homo sapiens sapiens poursuit ses objectifs. Certaines personnes se décident vite et foncent tête baissée, tandis que d'autres hésitent et veillent à ne rien laisser au hasard. Contre toute attente, ce comportement se retrouve dans le règne animal, notamment chez les larves de mouches à fruits. Lorsqu'elles cherchent de la nourriture, certaines s'aventurent rapidement en territoire inconnu, tandis que d'autres, plus sédentaires, se cantonnent à leur environnement familier. Or, ce comportement est influencé par un seul et unique gène. Une piste à explorer pour James Dankert et son équipe. Nous avons donc cherché un gène équivalent lié à la quête de nourriture chez l'être humain. Et nous l'avons trouvé. Si bien que cette distinction entre les explorateurs et les sédentaires est autant avérée chez la mouche à fruits que chez l'humain. Deux espèces pourtant très éloignées. Soucieux de mieux cerner la nature des sujets plus fortement exposés à l'ennui, le neuroscientifique fait appel à des volontaires pour une partie de Minecraft. La seule chose que vous devez faire est de jouer à Minecraft exactement comme à la maison. Vous avez 45 à 60 minutes devant vous. Vous êtes libre d'explorer, de construire et de détruire les blocs autant que vous voulez. Jouez sans vous soucier du reste, ok? Parfait. Le jeu Minecraft consiste à se lancer à la découverte d'un monde artificiel. C'est un excellent banc d'essai pour observer des comportements spécifiques des personnes testées. On envisage ici l'ennui sous l'angle d'un appel à l'action. Il nous pousse à explorer notre environnement en vue de quelque chose qui a plus de sens et qui est davantage axé sur nos besoins. Ce faisant, il faut trouver un équilibre entre deux pulsions fondamentales présentes chez les humains et les animaux. L'exploration pour dénicher de nouvelles ressources et l'utilisation qu'on en fait après. Ce que nous ciblons dans nos recherches, c'est la façon dont l'ennui conditionne l'équilibre entre exploration et utilisation. On veut savoir si les gens en proie à un ennui chronique s'y prendront différemment. On émet l'hypothèse que cette catégorie est plus passive, mais il est trop tôt pour le dire. Mais d'où vient le fait que certaines personnes s'ennuient plus que d'autres ? Le comportement est un domaine complexe. On ne peut pas ramener la notion d'ennui à de seules données génétiques ou à une typologie de comportement. On doit se confronter à plusieurs paramètres et à des nuances différentes pour pouvoir décrypter ce qu'on a nommé la disposition à l'ennui. Les causes de l'ennui sont aussi énigmatiques que ses effets sont graves. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une vraie bêtise juste parce que tu t'ennuyais? Il faut que je me creuse la tête. Oui, c'est clair. La boulimie est un effet pervers de l'ennui. J'ai des amis qui sont collés à leur smartphone. C'est classique d'empoigner une tablette de chocolat ou un paquet de chips parce qu'on est assis là à rien faire. J'en connais qui s'ennuient tellement qu'ils n'ont envie de rien faire. Quand c'est comme ça, je fais une bêtise. Quel genre de bêtise? Embêté Ava. Plus jeune, il m'est arrivé de faire des trucs en me disant « C'est parce que tu t'ennuies. Ça n'a ni queue ni tête. » Mais moi, je me laisse pas faire. Oui.
Une fois, j'ai provoqué un départ de feu avec des copains dans un square. On s'était mis sur une sorte de boîte, mais il s'est avéré que c'était dans un boîtier électrique. On était dans la rue et on était bien désœuvrés avec mes potes. Il y en avait un avec un briquet, et il y avait du soleil ce jour-là. C'était vraiment pas nécessaire. On s'est dit, allez, on essaie. Des idées bizarres peuvent nous traverser la tête quand on s'ennuie. Oui, oui, c'est sûr. On a tous le potentiel de faire de mauvais choix. L'ennui n'est pas forcément le meilleur conseiller. Il peut nous entraîner dans une manière d'agir complètement étrangère à nous en temps normal. À l'Université de Floride, à Gainesville, Erin Westgate mène des recherches pour éclairer comment l'ennui est ressenti et s'il peut présenter un danger pour nous. On aimerait savoir si les gens savourent les moments où ils sont plongés dans leurs réflexions. On vous demande de passer 15 à 20 minutes seuls dans cette pièce et de laisser vagabonder vos pensées. Ce moment devrait être agréable. Je vous donne ce stylo. Si vous appuyez là, vous allez ressentir une petite décharge électrique. Certains testent, d'autres pas. Chacun fait comme il veut. Je viendrai vous chercher dans 10 à 20 minutes. L'absence d'activité peut-elle être à ce point insupportable que certains lui préfèrent la douleur physique ? C'est une étude vraiment surprenante, car je ne pensais pas que les gens s'infligeraient une décharge électrique. C'est clair qu'ils s'ennuyaient, mais au point d'en arriver là, j'étais sidérée. Mais emballée sur le plan scientifique, ça fait surgir une question cruciale, à savoir, en quoi l'ennui est-il à ce point rebutant qu'on lui préfère une décharge électrique ? La douleur est donc plus excitante que se retrouver seul face à ses pensées. C'est aussi ce qu'avait révélé en 2014 une étude de Timothy D. Wilson, un psychologue social américain. Avez-vous des questions avant de commencer ? Quelle est l'intensité du choc? C'est de l'électricité statique. Le choc est léger. Il n'aura aucune conséquence sur votre santé. OK ? « 25% des participantes et près de 70% des participants ont finalement appuyé sur le bouton et préféré l'électrochoc à l'ennui. Oh non. Mon Dieu. Ah, d'accord. Pour la psychologue, il y a une explication à cette disparité entre les genres. Ça ne veut pas dire que les hommes s'ennuient plus vite que les femmes. C'est au niveau de la nature de la réaction que ça se joue. Il y a de nombreuses pistes possibles. Il est notamment admis que les hommes sont plus en quête de sensations fortes et d'expériences à haut risque. Ils ont tendance à être plus portés là-dessus que les femmes. Et s'infliger des chocs électriques en fait sans doute partie. L'ennui pousserait-il les gens à des comportements extrêmes? Pas forcément. Chacun réagit en fonction de ses goûts et des possibilités qui s'offrent à lui. Si vous souhaitez que des gens qui s'ennuient prennent les bonnes décisions, il faut leur proposer des alternatives. Offrez à vos enfants différentes pistes pour canaliser leurs besoins d'activité. Et vous verrez que l'ennui les orientera vers l'une ou l'autre d'entre elles. Imaginons les mêmes enfants livrés à leur ennui en l'absence de tout moyen pour s'en distraire
Ils vont se mettre à dessiner sur les murs, casser des objets et mettre le désordre. Rien à voir avec le fait qu'ils sont mauvais et que l'ennui ferait ressortir leur méchanceté. L'ennui appelle à l'action et peut vous entraîner du bon comme du mauvais côté. Usage de stupéfiants, hyperphagie, jeux d'argent, pyromanie sont autant de comportements susceptibles de découler de l'ennui. Son impact peut être particulièrement néfaste sur les enfants et avoir des conséquences sur leur développement. Quand je m'entretiens avec des parents, j'ai l'impression qu'ils ne voient que les bons côtés de l'ennui. Ils me disent qu'ils souhaitent que leurs enfants s'ennuient et que ça booste leur créativité, alors que ce n'est tout simplement pas vrai. À la faculté de psychologie de l'Université de Vienne, Thomas Goetz mène des recherches sur l'influence des émotions sur l'apprentissage. L'ennui est une émotion dont l'effet est souvent sous-estimé. À l'école, l'ennui est clairement néfaste. Plusieurs centaines d'études montrent qu'il va de pair avec une baisse des résultats. Il réduit la motivation, l'élève n'est pas attentif, pas concentré, il se sent mal à l'aise. Autant de facteurs qui entraînent une chute des performances à moyen et à long terme. Chaque jour, le psychologue trouve des sujets pour ses recherches. Il demande aux étudiants à quelle fréquence et à quel degré ils s'ennuient. Ce sera un cours comme les autres, si ce n'est que 3 signaux sonores seront émis tout au long de sa durée. À chacun d'entre eux, nous vous demanderons d'ouvrir l'application que vous avez installée la semaine dernière, puis de remplir un questionnaire très court sur votre smartphone. Cela étant dit, je vous souhaite un cours agréable et inspirant. Merci beaucoup. Les participants du jour sont des étudiants en psychologie. Au début, ce cours ne se distingue en rien de n'importe quel autre. À partir de là, des mots, des parties de phrases, des concepts et ainsi de suite. Ah, ça y est, l'étude c'est maintenant. Je vous demande de sortir votre téléphone portable et de remplir le questionnaire. Pour collecter les données, Thomas Goetz utilise une méthode qui lui permet de mesurer les émotions en temps réel. L'échantillonnage d'expérience est une méthodologie en immersion qui consiste à interroger des participants sur des situations quotidiennes, puis à leur demander « Comment vous sentez-vous ici, en ce moment même ?» On demande aux étudiants d'indiquer ce qu'ils sont en train de vivre, s'ils se sentent dépassés ou insuffisamment stimulés par le contenu, et quelle importance ils accordent au cours suivi. Les chercheurs associent les données recueillies à des informations sur la personnalité des étudiants et à leur propension à s'ennuyer. Les résultats sont sans équivoque. Il existe 3 causes principales de l'ennui. La première est le manque de stimulation, la deuxième le surmenage, et la troisième, le sentiment que ce que l'on apprend ou que ce que l'on fait est dénué de sens. Pour moi, c'est surtout dans le cours de statistique et plus généralement dans les matières que j'aime pas trop. Celles où je me sens pas concernée et qui ne m'apportent pas grand-chose en termes d'autonomie. Là, je remarque que l'ennui se manifeste davantage. À l'école, je m'ennuyais pratiquement tout le temps, par manque de stimulation. J'enchaînais les bêtises, ce qui avait le don d'exaspérer mes professeurs. Les élèves en proie à l'ennui sont sous-motivés, souvent déconcentrés et ils apprennent moins bien. Ce constat n'est pas anodin, car ils peuvent rejeter la matière jugée ennuyeuse et la rayer de leur avenir professionnel par la suite. L'ennui dans le contexte de l'apprentissage signifie que quelque chose est à changer. Si un enfant est en difficulté et s'ennuie dans une matière, des cours particuliers sont à envisager. Si à l'inverse, il maîtrise déjà la matière au point de s'ennuyer, la participation à des projets supplémentaires, comme par exemple les Olympiades de mathématiques, peut combler le vide. Il est important que les parents ou les éducateurs cherchent à comprendre pourquoi les enfants s'ennuient. La science apporte des réponses claires
sur la manière dont on pourrait éviter l'ennui en classe. Nos études montrent clairement que l'idéal serait un apprentissage individualisé. C'est la clé pour réduire l'ennui. Et pour les enseignants, il est essentiel de toujours garder à l'esprit qu'ils doivent expliquer aux élèves pourquoi les connaissances qu'ils sont en train d'acquérir sont importantes pour eux, pour leur vie quotidienne, mais peut-être aussi pour leur avenir professionnel. Mais il n'y a pas que dans les salles de classe que l'ennui parvient à s'immiscer. Que faire lorsqu'il s'invite pendant les loisirs? Je prends souvent mon smartphone quand je m'ennuie. Et qu'est-ce que tu regardes? Moi, Pinterest, pour m'en inspirer. Je suis le plus souvent sur TikTok et je regarde des vidéos sur YouTube. Parce que j'aime la musique. Ma couleur préférée, c'est le violet. Par exemple, ça, c'est une vidéo qui montre qu'hier, Arsenal a battu le Real Madrid 3-0. Ou parfois, ce sont des choses stupides et superficielles. Et il y a toujours des vidéos pour les gens qui ont une capacité d'attention très courte. Et oui, juste des choses comme ça. Certaines études scientifiques montrent que l'utilisation des réseaux sociaux a modifié notre capacité d'attention, en ce sens que l'on recherche davantage les changements rapides. L'environnement ne pouvant pas répondre à cette attente, notre vulnérabilité à l'ennui dans les cadres d'apprentissage classiques a augmenté. Presque toujours connectés, on s'éparpille au lieu de se recentrer. Ce constat entraîne-t-il des conséquences? Est-ce que l'ennui existe encore aujourd'hui? Il y a tellement de sollicitations extérieures pour tromper l'ennui. L'offre est trop énorme pour en venir à bout. Même en scrollant sur mon smartphone, je m'ennuie. C'est très difficile de lâcher son téléphone. C'est pas toujours une très bonne idée d'être sur les réseaux sociaux. J'essaie de me limiter. Le pire, c'est que je passais toute la journée les yeux fixés sur l'écran. La tentation est très grande. Et à la fin de la journée, je n'avais absolument rien fait. L'ennui est une arme à double tranchant. D'un côté, il peut avoir des effets positifs, mais le vide qu'il crée nous pousse à passer tout notre temps sur notre smartphone au lieu de stimuler notre intelligence et notre créativité. C'est le revers de la médaille. À l'université de Toledo, dans le nord-est des États-Unis, John Ely, professeur de psychologie, mène des recherches sur la dépendance à Internet. En 2016, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine de recherche spécifique qu'est la dépendance à Internet, je me suis appuyé sur un certain nombre de paramètres susceptibles de justifier la surconsommation d'Internet. L'ennui s'est imposé. Et il se trouve qu'il n'avait pas encore fait l'objet d'études approfondies. Le psychologue a alors décidé de mener ses propres recherches en ciblant les problèmes que soulève l'utilisation abusive du smartphone. Ce n'est pas tant la durée passée sur les smartphones qui est mise en cause, que l'impact négatif sur les études, le travail ou le cercle amical. Je demande aux mobinautes de me donner des détails sur leur comportement et de me dire si leur surconsommation a des effets négatifs. J'aborde aussi le volet psychologique en mettant le facteur ennui sur le tapis. Les résultats ne laissent aucun doute. On a pu établir de solides corrélations entre la disposition à l'ennui et la surconsommation de contenu numérique. Les conclusions du psychologue vont même plus loin. On a aussi identifié des symptômes dépressifs et anxieux liés aux médias numériques. Les personnes dépressives ayant une prédisposition à l'ennui auront une tendance à utiliser leur smartphone de manière excessive. La sensation d'ennui peut donc entraîner des comportements néfastes pour la santé, comme la surconsommation de smartphones.
Mais celui-ci a-t-il le pouvoir de conjurer efficacement l'ennui? Selon ce que vous faites, son utilisation peut vous aider à alléger votre sensation d'ennui, surtout si vous communiquez, si vous êtes en interaction. En revanche, l'effet sera beaucoup moins efficace si vous optez pour des activités plus passives, comme zapper sur les réseaux sociaux, scroller, regarder des réels et ainsi de suite. Avec la sortie du premier iPhone en juin 2007, les smartphones sont devenus populaires dans le monde entier. Leur démocratisation a opéré une transformation considérable sur nos vies, et nous y recourons désormais machinalement. Même l'ennui connaît un avant et un après avec cet appareil. Je me souviens de m'être ennuyé quand j'étais enfant. Comme j'étais trop jeune pour rester seul à la maison, mes parents m'emmenaient avec eux pour faire des courses. Par exemple, pour choisir un tapis. Je n'avais rien à faire dans cette boutique. Mais de nos jours, un enfant traîné dans un magasin de tapis peut toujours prendre son téléphone. Les enfants d'aujourd'hui sont donc moins exposés à l'ennui. Je pense qu'il est très utile d'apprendre à réguler ses émotions et à gérer son ennui en choisissant activement quelque chose à faire. Car la question se pose en ces termes. Que se passe-t-il si vous vous trouvez en situation de ne pas pouvoir vous servir de votre téléphone? Que faites-vous alors? Apprendre de bonne heure à gérer l'ennui renforce la capacité à affronter les sentiments désagréables et à ne pas les fuir. Mais à quel stade de l'enfance le sentiment d'ennui se développe-t-il? Les bébés y sont-ils exposés? Si les scientifiques en savent déjà beaucoup sur l'ennui chez les adultes, celui-ci reste étonnamment peu étudié chez les jeunes enfants. Ce que nous observons souvent chez les nourrissons, c'est que l'ennui se traduit par une sensation désagréable pour eux. À un moment donné, ils peuvent se mettre à pleurer. Et cette sensation continue d'être désagréable. L'ennui est donc quelque chose que nous essayons d'éviter autant que possible tout au long de notre vie. À l'université Radboud de Nijmegen, aux Pays-Bas, Sabine Hoenius dirige le Baby and Child Research Center. Regarde ce que je t'ai apporté de beau, Sophia. Une boîte à jouets. Je vais te la mettre dans ce sens-là. La psychologue s'intéresse à la question suivante. Comment les bébés appréhendent-ils leur environnement? Par quoi sont-ils attirés? Nous voyons que les bébés s'intéressent à certains objets, qu'ils explorent les jouets. Mais au bout d'un moment, ils s'en lassent et veulent découvrir autre chose. Cette curiosité, ce besoin d'apprendre et de mieux comprendre ce qui nous entoure sont présents en nous dès le plus jeune âge. Pour mettre en lumière cette relation entre ennui et curiosité, la chercheuse et son équipe procèdent à différentes expériences. Max est l'un des bébés recrutés pour l'étude. En suivant les mouvements de son regard, les chercheuses peuvent déterminer combien de temps le cerveau de Max réagit à un stimulus particulier. Il est très concentré, on dirait. Tout à fait. Il est captivé. Il suit les cases où le symbole apparaît. Max voit des formes surgir d'abord au milieu, puis à différents endroits de l'écran. Certaines séquences sont très simples, car la forme y apparaît toujours au même endroit. D'autres séquences sont plus complexes.
La forme peut parfois arriver ici, ou bien apparaître là ou ailleurs. On mesure combien de temps il tient avant de s'ennuyer. On observe que les nourrissons ont tendance à se détourner de l'écran lorsqu'il n'y a plus grand-chose à en apprendre. Ils s'ennuient donc dès qu'ils n'apprennent plus rien de nouveau. Bien sûr, leur attention est également attirée par des stimuli colorés, des événements inattendus ou des mouvements. On a donc pu calculer pour chaque stimulus la quantité d'informations nouvelles qu'il contenait. Nous avons pu isoler l'effet et nous avons découvert que l'apprentissage de la nouveauté est un mécanisme puissant qui guide l'attention des nourrissons. Les chercheuses réfutent l'hypothèse selon laquelle les bébés réagissent de manière imprévisible aux stimuli. Ils sont au contraire programmés pour apprendre efficacement. Ils se concentrent principalement sur les stimuli qui promettent le plus grand succès d'apprentissage. Et ils détournent le regard dès qu'il n'y a plus rien de nouveau à découvrir. Eh bien, merci beaucoup. C'est très sympa de ta part d'avoir participé, Max. Tu vas même recevoir un diplôme de chercheur en pédiatrie. C'est génial, non? Max a presque 6 mois et sa mère Maria détecte déjà les signaux lorsque l'ennui le gagne. Quand il reste trop longtemps à jouer par terre ou qu'il n'a pas été sollicité depuis un bon moment, il commence à s'ennuyer et à vouloir à tout prix attirer l'attention. Alors il se met à crier ou même à pleurer. Je réagis en fonction de ce que je suis en train de faire, car il a aussi une grande sœur, donc parfois il doit attendre. Mais dès que je l'entends, j'essaye de lui montrer que je l'ai entendu et de lui signaler que j'arrive et qu'il n'aura pas à s'ennuyer trop longtemps parce qu'on va faire autre chose. Pour les bébés, le meilleur conseil pédagogique est de limiter le nombre de jouets dans leur environnement immédiat, de les laisser les explorer à leur rythme, au lieu de les submerger de jouets différents, en même temps et tout le temps. La même règle s'applique aux médias. La recommandation actuelle est que les enfants de moins d'1 an ne devraient pas regarder la télévision ou des films. Cela s'explique par le fait que bon nombre de ces programmes ne sont pas pensés de manière à ce que les nourrissons puissent vraiment en tirer des enseignements. Ils sont plutôt conçus pour les captiver le plus longtemps possible. Ils sont hyper stimulants. Des couleurs, des formes et des bruits à foison impropres à l'apprentissage. L'interaction réelle, c'est tout autre chose. Les jeunes enfants apprennent beaucoup par l'observation. Et les tout-petits, notamment, ne perdent pas une miette de ce qui se passe autour d'eux. Ils observent et apprennent ce que font leurs parents ou leurs frères et sœurs aînés lorsque eux-mêmes s'ennuient. En ce sens, je pense que nous apprenons beaucoup de notre environnement sur la manière d'appréhender l'ennui, ce qu'il faut faire pour y remédier, comment gérer ce sentiment frustrant. À un stade plus avancé de la vie, l'ennui est pour beaucoup une lutte perpétuelle contre un sentiment lancinant de vide. Trouver une manière constructive d'y faire face est un long processus d'apprentissage. La dernière étape de la vie est très difficile. Elle s'accompagne d'une dégénérescence cognitive et physique sur laquelle se greffe l'exposition à un ennui chronique. Je pense que cela peut se transformer en un cocktail explosif. La philosophe Josefa Ros Velasco enseigne à l'Université Complutense de Madrid en Espagne. Elle s'intéresse particulièrement à l'ennui chez les personnes âgées.
On passe toute sa vie à construire un catalogue d'options qui nous permettent de remplir notre temps de manière utile, d'éviter l'ennui et de ne pas avoir l'impression de perdre notre temps. Les enfants ont pour leur part un catalogue d'options en perpétuel changement. Avec les années, tout en apprenant à mieux nous connaître nous-mêmes, nous nous concentrons sur certaines options. Ce sont probablement les personnes âgées qui ont les catalogues les plus réduits, car ils ne comptent que 2, 3 ou 4 options. Il y en a extrêmement peu, mais elles sont de grande qualité pour eux. Est-ce que l'ennui évolue tout au long de la vie? Je ne pense pas. Peut-être qu'on apprend mieux à le gérer. Avec l'âge, on se connaît de mieux en mieux. Et à un moment donné, on sait ce qui nous fait plaisir. Je me donne un peu un genre en disant volontiers que j'ai plein de travaux manuels, des tas de tissus, de la couture et de cours. J'ai l'impression de vivre intensément. Est-ce que tu as peur que l'ennui devienne de plus en plus insupportable avec les années? Pas encore, mais ça viendra. Ça va venir tout naturellement avec la perte d'autonomie. Quand la vue baisse, qu'on perd en motricité et que je dirai à quelqu'un de plus jeune « Tiens, passe-moi le fil dans l'aiguille », sous prétexte que je n'ai pas mes lunettes, alors là oui, je serai limitée. Je garde cette idée en tête que le temps est compté et qu'il faut profiter de chaque instant. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont un peu de mal à gérer l'ennui en vieillissant? Mon père était de ces personnes qui n'arrêtaient jamais. La retraite n'était pas faite pour lui. À la fin de sa vie, il passait son temps à regarder la télé, et disons qu'il n'en retirait pas grand-chose. C'était juste une manière comme une autre de combler le vide. C'est une situation tellement courante. Un choix d'activité très limité et trop de temps à revendre. Il est important de se donner du mal pour allonger la liste des activités envisageables, afin de pouvoir se rabattre sur quelque chose quand l'étau se resserre. On doit s'y entraîner et se préparer toute notre vie durant. Lorsque le corps et l'esprit déclinent, le catalogue anti-ennui se réduit. Le risque, l'ennui pur et simple. La philosophe a étudié les conséquences que cela peut avoir chez les personnes âgées. Elle a interrogé plus de 400 seniors dans 20 maisons de retraite en Espagne. Plus de la moitié ont déclaré souffrir d'ennui. La première chose que nous allons observer, c'est la tristesse. Une personne qui s'isole des autres et qui se met en retrait va à la longue développer des réactions violentes. Sa frustration va se traduire par de la colère, de la rage même, de l'incompréhension. C'est une étape très compliquée de la vie. Vous avez perdu des êtres chers et vous perdez vos propres facultés. Ajoutez à cela l'incapacité de faire ce qui vous rend heureux. Près de 30% des personnes que j'ai interrogées souhaiteraient que leur vie s'arrête juste parce qu'elles souffrent d'ennui. 3% ont même déclaré avoir activement pensé au suicide. En réalité, les personnes âgées savent généralement très bien comment occuper leur journée, mais elles en sont empêchées par le manque de personnel et de moyens pour organiser leur temps de manière individuelle. À 95 ans, ils ne vont pas faire du coloriage. Ça n'aurait pas de sens pour eux. Et l'un des problèmes actuels des maisons de retraite vient aussi du fait que nous avons des protocoles très rigides pour garantir la sécurité. Je connaissais une femme qui adorait coudre, mais on lui avait interdit par crainte qu'elle se blesse. Elle n'avait pas le droit d'utiliser des aiguilles. Et cette femme disait « Mais j'ai 90 ans, je me suis blessée plusieurs fois au cours de ma vie, laissez-moi prendre ce risque ». Quelle est la clé pour lutter contre l'ennui chez les personnes âgées? Pour la chercheuse, cela passe par une attitude positive et une volonté d'apprendre tout au long de la vie.
Je m'entraîne depuis de nombreuses années à l'idée de vieillir. Et je n'ai pas peur de souffrir davantage d'ennui en vieillissant. Se préparer à la vieillesse et se créer un vaste catalogue d'options est la garantie de pouvoir éviter l'ennui. Nous avons besoin d'essayer de nouvelles choses, d'aller vers le monde. Je pense que l'ennui peut nous aider à ouvrir notre esprit. Mais cela exige une forme de volonté. Prendre conscience que l'ennui fait partie de la vie peut être source de sens. Il s'agit de découvrir ce qui est important à nos yeux. L'ennui est à la fois un signal d'alarme et une incitation à repenser ses propres besoins et objectifs. Tout dépend de ce qu'on en fait. Il faut être à l'écoute de ce qui nous plaît. De quoi a-t-on vraiment envie? Quand je prends mon portable, ça défile sans calmer mon ennui. C'est à moi d'être plus créative. Ne pas se laisser abattre par l'ennui, mais le laisser venir, l'apprivoiser. J'éprouve parfois une certaine satisfaction à m'ennuyer, car le message est clair. Je n'ai rien à faire. Et il y a quelque chose de positif à ça. Quand on ne peut pas y échapper, c'est plus une question d'attitude. Qu'est-ce que j'en fais? Et pour nous deux, la règle qui fonctionne, c'est on sort et on voit ce qui se passe.